c'est à l'intérieur d'un gène que ces régions répétitives, semblables par conséquent, peuvent se mal aligner à la méiose et produire soit une délétion, soit une duplication. Et donc, on a une cartographie que vous verrez sur les diapositives un jour, où on a un extraordinaire point chaud de mutation dans le gène entre les exons 40 et 60, où la majorité des altérations moléculaires se passent, et ce sont des délétions. Et j'en reviens au diagnostic de mon petit garçon malade. Aujourd'hui, on essaye au moins d'épargner une biopsie à cet enfant en faisant directement un test génétique, en disant peut-être que c'est une myopathie de Duchenne, c'est probable, je vais directement à la génétique en court-circuitant la biopsie pour essayer de faire un diagnostic qui soit moins pénible que de faire une biopsie musculaire. Et on prend la chance qu'il y ait une délétion du gène dystrophine, ce qui est le cas d'à peu près 70% des allèles mutants. Donc on a une bonne probabilité de trouver cela si c'est un Duchenne. Et puis s'il n'y a pas de délétion, alors au contraire, on bascule dans une grande difficulté d'analyse moléculaire. Pourquoi ? Parce que justement le gène est gigantesque et que les mutations ponctuelles qui existent dans ce gène sont plus rares, mais sont beaucoup plus difficiles à trouver, puisque le gène est gigantesque, 79 exons, et un domaine énorme. Donc c'est un gène un petit peu paradoxal, où il est plus facile de trouver des délétions, qui sont en général plus rares en pathologie moléculaire, que des mutations ponctuelles. Vous aviez un beau schéma ici qui vous montre une série de PCR d'ADN lymphocytaire testés en multiplex, c'est-à-dire qu'en même temps, dans la même analyse PCR, vous analysez une dizaine, une quinzaine d'exons du gène de la dystrophine. Et vous cherchez quoi? Vous cherchez, ce sont des garçons, donc il n'y a qu'un seul allèle, et vous cherchez oui ou non. Si la PCR fonctionne, c'est que l'exon est présent. Vous avez pris 2 amorces de PCR au voisinage de l'exon numéro 43, par exemple, et vous devez allumer le signal 43. Ça veut dire que vous avez un fragment de la taille de l'exon 43. Puis vous faites pareil avec 44, 45, 46. Vous mélangez tout ça, et dans une même expérience, pourvu que les fragments soient de taille que vous ayez eu l'astuce de faire des fragments de PCR de taille un petit peu différente, dans un même gel d'électrophorèse, vous allez voir une batterie de fragments d'ADN qui représentent chacun un exon du gène Duchenne. Et vous allez regarder le petit exercice qui était sur la diapositive, qui consiste à dire, tiens, le patient numéro 3, il lui manque l'exon 48, il lui manque l'exon 51, l'exon 45, l'exon 50, l'exon 53, l'exon 52. C'est une délétion qui va de l'exon 43 à l'exon 52. D'accord? Et on a un diagnostic direct, etc. Bien. On a vu donc cette pathologie moléculaire un peu étonnante. Au même locus dystrophine, il y a une autre maladie. Et ça ne vous surprend plus, vous l'avez vu hier pour d'autres exemples dans les maladies dominantes. Il y a une autre myopathie qui a été décrite, qui s'appelle la myopathie de Becker, B-E-C-K-E-R, qui au fond, mais on n'avait pas fait le rapprochement historiquement, mais qui n'est pas tellement autre chose qu'une myopathie de Duchenne modérée. Des personnes qui gardent la marche le plus souvent et qui ont une faiblesse musculaire, des CPK un petit peu élevés et qui peuvent à 40 ans révéler une myocardiopathie, mais qui ont eu des enfants. Donc des hommes qui sont dans une santé générale plutôt bonne. Et Becker, en Allemagne, je crois, avait décrit cette myopathie, avait décrit qu'elle était liée à l'X, indépendamment de la myopathie de Duchenne. Et l'histoire que je vous ai racontée hier pour d'autres maladies s'est reproduite ici pour une maladie liée à l'X. Et on a montré dans les années 90 que la myopathie de Duchenne et la myopathie de Becker sont alléliques, c'est-à-dire sont 2 maladies dont le gène est le même. Mais les allèles sont différents. Hétérogénéité de phénotype. Souvenez-vous, hétérogénéité allélique, plusieurs allèles. Hétérogénéité de phénotype, c'est plusieurs allèles qui peuvent donner des phénotypes différents.
à distinguer, vous l'avez compris, l'hétérogénéité génétique, c'est-à-dire des gènes qui donnent la même maladie. C'est l'inverse. Bon. Hétérogénéité de phénotype ici. Et on a compris alors la raison d'être de cette variabilité de sévérité de ces deux myopathies, très sévère pour la myopathie de Duchenne, peu sévère pour la myopathie de Becker, alors que c'est le même gène. Et j'ajoute que pour la myopathie de Becker, c'est aussi des délétions, aussi de cette région 40 à 60. À votre avis, qu'est-ce qui peut différencier ces deux myopathies sur le plan de la clinique? Pourquoi sont-elles si différentes alors que c'est le même gène, que c'est la même région génétique impliquée et que c'est dans les mêmes exons? Ce n'est pas tout à fait les mêmes exons. Vas-y. C'est une très bonne idée. La taille de la délétion, c'est pas ça. Mais c'est une très bonne idée. C'est la première idée qui vient à l'esprit, tu as raison, de dire, bah oui, celle qui emporte 10 exons, ça va donner un Duchenne. Celle qui emporte un exon, ça va donner un Becker. C'est pas ça. Oui, le cadre de lecture, bravo, c'est ça. C'est la deuxième hypothèse qui vient à l'esprit, qui est un petit peu plus tordue, mais c'est vrai. C'est que ces exons ne sont pas dans un cadre de lecture monomorphe, c'est-à-dire que c'est pas, ils ne sont pas interchangeables les uns avec les autres et ils ne tombent pas toujours à plus 1, plus 1, plus 1 d'un codon. Vous savez ça qu'un exon ne se termine pas toujours par un codon, ça peut se terminer par le premier nucléotide d'un codon, puis on retrouve les deux nucléotides du codon traduits sur l'exon suivant. Ça, c'est très classique. Enfin, on appelle ça être en phase plus 1, plus 2 ou plus 3, peu importe. Mais ça, vous le savez. Mais là, lorsqu'on enlève parfois un exon, un seul exon, donc c'est quelques centaines de nucléotides à peine, et ça va être dans la protéine quelques acides aminés, on se dit c'est moins grave. Oui, sauf si, comme dit votre camarade, le cadre de lecture est faussé. C'est-à-dire qu'on était plus 1 et plus 2. Et alors, tout ce qui est après cet exon délété est complètement n'importe quoi. On trouve un codon stop qui n'en est pas un, bien sûr, rapidement. Et au fond, c'est une mutation tronquante sévère, myopathie de Duchenne. Et en revanche, parfois pour la délétion de 3 ou 4 exons, on va dire c'est plus grave. Ben non, c'est moins grave parce que ces 3 ou 4 exons sont délétés, mais ils se retrouvent quand même en phase de lecture. Donc, vous avez 5', traduction, je saute 4 exons, c'est pas très bon, mais je reprends, je saute à partir de l'exon 42, et je reprends au 46, mais je reprends en phase de lecture et toute la fin de la protéine est correcte. Et donc c'est moins grave. Donc il y a une espèce de mécanique de pathologie moléculaire qui est intéressante ici, et ce n'est pas juste pour le constat. Bien sûr, c'est important en termes de corrélation entre le génotype et le phénotype, puisqu'on comprend maintenant bien pourquoi les uns de ces garçons ont une maladie épouvantable, les autres une maladie avec survie. Corrélation génotype-phénotype. Et aussi, figurez-vous que c'est une astuce, une ruse thérapeutique. Quelle est la ruse thérapeutique? Vous verrez en bactériaux, en pharmaco, en infectieux, que certains antibiotiques ont pour effet de brûler les stops, comme les chauffards. C'est-à-dire, ils permettent à la machinerie traductionnelle de continuer à traduire un ARN, alors même qu'il y a un codon stop. Et c'est comme ça que ce sont des antibiotiques et qu'ils vont détruire les bactéries en les rendant dysfonctionnelles pour de nombreux gènes. Et on a eu l'idée de dire, je vais transformer une myopathie de Duchenne en myopathie de Becker. Comment est-ce que je peux faire ça? Je vais essayer de brûler les codons stop, c'est-à-dire de dire, je vais faire comme s'il n'y avait pas de codon stop et que la traduction continue malgré le décalage de phase de lecture. Et alors, s'il y a des essais thérapeutiques là-dessus, ça marche moyen, mais c'est vous dire l'importance, et j'insiste là-dessus, que toute la pathologie moléculaire qu'on voit ensemble, ce n'est pas uniquement pour la génétique et pour la beauté du geste, c'est parce que ce que l'on veut traiter dans les maladies génétiques, ce n'est pas la mutation, c'est les effets de la mutation. Et là, tous les coups sont permis, toutes les ruses sont permises. C'est un terme qui est souvent utilisé par Arnold Munich pour éveiller cet intérêt en disant
on doit faire feu de tout bois, on doit ruser avec ces systèmes biologiques. Et ces histoires de brûler les codons stop est une ruse importante. Il y a aussi des essais thérapeutiques dans la mucoviscidose. Lorsqu'on a un codon stop, alors cette fois-ci un vrai codon stop, qui casse la protéine CFTR, et on va essayer de traiter ces enfants par des dérivés d'antibiotiques, pas du tout pour leur infection, pas pour prévenir une infection, mais pour essayer de récupérer un petit peu de traduction du gène CFTR. Donc voilà l'intérêt de la pathologie moléculaire, et en l'occurrence ici, Duchenne versus Becker. Donc ce n'est pas la taille des délétions, ce n'est pas la région où ça se passe, ce n'est pas le nombre d'exons, c'est la persistance ou non de la phase de lecture qui détermine les deux phénotypes jumeaux qui ségrègent à ce même locus. C'est clair ça? Je vous propose une petite pause.